Bonjour et bienvenue à la 47e Vigile mars 2011. Donc il reste 6 vigiles avant qu'on ait fait le tour du soleil et qu'on ait fait un an de résistance sur le champ de Mars. Aujourd'hui, nous sommes le 18 février 2012. Les vigiles à Québec de Luc Archambault, Opération Vigile du samedi, fête son premier anniversaire. Ça fait un an qu'ils sont chaque samedi à la place du peuple souverain à Québec. Donc, bravo à la gang de Québec qui ont une façon un peu différente de ce que nous on fait, c'est-à-dire que eux autres là, ont un paquet de drapeaux et puis ils les met à l'envers pour signifier que nous sommes sous occupation. C'est une symbolique comme quoi nous sommes sous occupation. Ils n'ont pas la même déclaration non plus. Ils ont modifié leur déclaration avec le temps et puis eux, c'est vraiment la ligne que le peuple québécois est libre, n'a pas de constitution, n'a pas adhéré à l'acte d'union du Canada de 1982 et donc se doit d'être libre et de déclarer une constituante et de créer une constituante le plus rapidement possible. Et il n'y a aucun cadre législatif, que ce soit canadien ou international, qui empêche le peuple québécois de faire ça, de s'émanciper. Donc eux, c'est ça qu'ils font aussi. Ils mettent une chaise qui dépasse un peu les limites et puis ils appellent ça le trône du peuple pour dire qu'il n'y a pas personne il n'y a pas de siège dans l'Assemblée nationale du peuple à l'Assemblée nationale et puis à chaque vigile ils se pognent avec le gardien puis donc c'est à peu près ça que je sais d'eux autres là. Vous pouvez aller sur le site www.jesignequebec.com et puis ils ont des photos, ils ont toutes sortes de choses. Et puis aujourd'hui, là, il y avait un paquet d'invités. Je ne sais pas s'ils sont présentés ou quoi que ce soit. En tout cas, on leur souhaite bonne vigile. Aussi, qu'est-ce qu'il y a à dire? Les gens qui ont initié les vigiles mars 2011, du Moulin à Parole, c'est-à-dire Sébastien Ricard et puis Pierre Laval-Pinault, tous ces gens-là ont décidé de créer un événement le 7 avril 2012 au Monument National qui va avoir lieu de midi à minuit où un paquet de gens vont se présenter et vont lire des textes. Et puis, ils ont un texte, il y a une genre de déclaration de texte qui présente l'événement. Donc, je vais vous le lire ici et puis je vous invite à y assister. Donc, le 7 avril 2012 de midi à minuit au Monument National. Donc, je vais vous lire ça. On ne peut résoudre des problèmes avec le même système de pensée qui les a engendrés. Albert Einstein. La puissance révolutionnaire est intacte au Québec. L'esprit de liberté qui l'innerve et s'en nourrit s'est manifesté tout au long de notre histoire. Ce serait même ce qui nous caractérise essentiellement. Enclavés dans un milieu qui diffère du nôtre sur les plans historiques, culturels, politiques et sociaux, nous sommes animés d'un mouvement propre qui résiste à l'enfermement et révèle, au-delà d'une uniformité institutionnelle et d'un lien juridique artificiel entre nous et les autres, le phénomène bien plus profond de notre indépendance. Ça, c'est Pierre Vadeboncoeur. Ce phénomène reconnu occasionnellement demeure invisible le reste du temps et la puissance révolutionnaire reclose. Certes, le Québec participe d'un portrait plus large, celui d'un monde ébranlé par un capitalisme féroce, soutenu par les gouvernements et travaillant sans relâche à la déchéance des États. L'emballement et les excès du marché mondial instaurent une concurrence généralisée qui échappe à toute forme de régulation, menaçant les acquis humanistes des révolutions françaises et américaines. Cette érosion de la démocratie, si elle affecte des États constitués, minant leurs assises et leurs pouvoirs, elle menace d'anéantissement une société comme la nôtre, sans constitution, et qui cultive pourtant l'illusion de sa cohésion et de sa cohérence. Dans cet état des choses, alors que les mouvements de révolte et d'indignation traversent actuellement le monde, ouvrant des perspectives qui semblaient hier impensables, ici, la tentation est vive de dénoncer cette fausse présence au monde qui désarme l'esprit révolutionnaire, car sans cet esprit, il ne saurait exister de démocratie. Le 7 avril 2012, au Monument National à Montréal, de midi à minuit, 12 heures durant, nous convions toute la population à réfléchir à cette question. Comment rendre visible, opérante, la liberté qui nous caractérise et qui nous échappe en même temps? La révéler. C'est l'invitation à l'événement. Donc, c'est ce que j'avais à lire et
sélectionne des gens qui viennent lire des textes. Un moulin à parole. Mais c'est un genre de moulin à parole, là, donc je crois que tout le monde peut y participer. Là. À ce que je sache, là, c'est pas payant comme. Réal Mathieu. Ouais, ça c'est un événement qui était en préparation déjà l'automne passé. Je pense que ça aurait pu avoir lieu le 29. Ouais, c'est possible. OK. J'ai écrit un petit texte parce que un de mes amis qui a fait des prédictions, il disait que j'ai prédit que si le Parti québécois prend le pouvoir à la prochaine élection provinciale, Pauline Marois va déclarer qu'on n'a pas le bon pourcentage pour faire un référendum. Je n'en ferai pas. Non. Je n'en ferai. OK, ça m'a inspiré un petit texte. Alors aujourd'hui, je vais faire 2 prédictions faciles. La première prédiction, c'est que le 22 avril, il va y avoir à Montréal une très grosse manifestation. C'est une opération des environnementalistes. Je vais vous lire un article qui est paru dans la presse, le journal de la presse, de notre ami Desmarais. Des fois, il en échappe une. Il y a un journaliste, Éric Clément, un journaliste que je connais très bien parce qu'il est déjà poursuivi en diffamation devant les tribunaux civils. Mais enfin, Éric Clément a écrit, à peine nommé, l'artiste pour la paix de l'année 2011, ça c'est Dominique Champagne. Alors l'artiste pour la paix de l'année 2011, mardi midi à Montréal, pour récompenser son action contre l'exploitation des gaz de schiste au Québec, l'auteur et metteur en scène Dominique Champagne a appelé à la mobilisation générale pour une grande manifestation populaire dans la métropole le 22 avril, le jour de la Terre, à 14h. C'est un dimanche. Lors de la cérémonie de la chapelle, à la chapelle du Bon Pasteur, sur la rue Sherbrooke, le président des Artistes pour la paix, le sculpteur Daniel Jean Primo, a expliqué que l'exploration et l'exploitation des gaz de schiste sont des activités qui menacent la paix sociale au Québec. Il a loué le travail de sensibilisation mené par Dominique Champagne l'an dernier dans ce dossier. Dominique Champagne est né en 1963, l'année du I Have a Dream de Martin Luther King. Si l'homme de cirque et de théâtre a un rêve aujourd'hui, c'est bien celui de parvenir à mobiliser les Québécois de façon pacifique, insiste-t-il, contre les gaz de schiste. On est mûr pour se faire un printemps à notre manière. Style. Ce qui s'est passé au Maghreb est une grande source d'inspiration. Mais ici, les révolutions sont tranquilles. Rassemblons-nous le 22 avril pour dire au gouvernement qu'on peut faire mieux, qu'avec nos ressources naturelles, on peut mieux partager les richesses. Je sais qu'il y a un modèle québécois qui peut être exemplaire. Alors, il a dit partager l'honneur qui lui est fait par les Artistes pour la paix avec tous les Québécois qui se sont dressés contre les gaz de schiste et qui ont réussi à imposer un débat sur la question. Mais on doit rester méfiant et vigilant, a dit Dominique Champagne, qui veut mobiliser par l'intermédiaire des médias sociaux et du site Internet 22avril.org. L'artiste dit qu'au Canada, la droite mène une guerre contre l'État et qu'au Québec, il y a une invasion économique de notre territoire sous prétexte de créer de la richesse. Dominique Champagne a notamment critiqué le plan Nord du gouvernement Charest. Au profit de qui et à quel risque le fait-on, a-t-il demandé. Il ne s'agit pas de dire non au développement, mais au Québec, on a des valeurs. On a une société admirable, des terres riches, et on est en train de porter atteinte à tout ça. Il faut que le nous reprenne sa place. L'intérêt public est plus important que l'intérêt des particuliers. Dominique Champagne cite en exemple Hydro-Québec, une source immense de fierté. Alors pourquoi dans le développement minier, on ne serait pas des partenaires alors qu'on permet à des sociétés d'État chinoises de venir investir ici, a-t-il demandé. Jean Charest a dit hier qu'il trouve ça extraordinaire de voir que les minières investissent plus rapidement que prévu
et qu'il n'a pas le contrôle là-dessus, ajoute M. Champagne. Ce qu'on demanderait à un leader politique qui a une volonté réelle de servir les intérêts du peuple, c'est d'avoir un plan réel qui puisse maîtriser le développement du Nord. Le gouvernement a besoin d'un petit coup de pouce de la démocratie et de la rue. Fin de la citation de l'article de la presse. Donc, la presse, Radio-Canada, 98.5, Paul Arcand, n'y ont vu que du feu. Ils ont fait la propagande de cette manifestation-là. Ils en ont fait la promotion dans les médias. Laissez-moi vous dire que cette manifestation-là va virer anti-PLQ et la population va en profiter pour réclamer des élections. Posez-vous la question. Qui est le leader des environnementalistes au Québec? Cette manifestation va virer... Si je vous dis que ses initiales sont DB, est-ce que ça vous aide à comprendre ce qui se passe sous vos yeux? Okay? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Daniel Breton, à la tête, qui est le leader incontesté des environnementalistes, a lancé un message à Dominique Champagne d'organiser cette manifestation-là le 22 avril, jour de la Terre. Alors, deuxième prédiction. Le Parti québécois va organiser une tournée Maître chez nous phase 2 pour Daniel Breton. On le voit partout. Alors, communiqué du Parti québécois. Le Parti québécois annonce une tournée québécoise sur les questions énergétiques. Ce sera le candidat du parti et expert des questions énergétiques, Daniel Breton, qui sillonnera le Québec pour exposer le projet d'indépendance énergétique du Parti québécois. 50 ans après le Maître chez nous de Jean Lesage et René Lévesque, il est plus que temps de réaliser la phase 2. Les Québécois doivent devenir les véritables propriétaires de leurs ressources naturelles et énergétiques. Nous devons nous libérer de notre dépendance et c'est cette vision du Parti québécois que j'irai défendre aux quatre coins du Québec, a déclaré Daniel Breton. Ancien directeur de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique, Daniel Breton est un militant de longue date, cofondateur du Parti vert au Québec, militant important dans les dossiers du Suroît, de Bécancour, de Rabaska, au sein de la coalition Québec-Kyoto. Il est aujourd'hui président du groupe de spécialistes Maître chez nous 21e siècle qui s'intéresse aux questions d'énergie et de transport. Il a notamment collaboré avec le journal Le Devoir et Radio-Canada. Alors, Daniel Breton déclare « Le plan Nord, dans son état actuel, et la stratégie énergétique du gouvernement de Jean Charest trahissent l'héritage de Jean Lesage et René Lévesque, car ces projets se feront pour nous déposséder du contrôle de nos richesses. Ce ne seront pas les Québécois qui en profiteront, ce seront les multinationales étrangères, et c'est pourquoi il est urgent que nous redevenions maîtres de nos ressources, a affirmé Daniel Breton. Cette tournée sur l'indépendance énergétique se rendra dans chacune des régions du Québec. Elle débutera le 19 février dans la région de Lanaudière. Elle se poursuivra les 21 et 22 février prochains à Québec. Les détails et les autres dates seront disponibles sur le site web du Parti québécois. Alors, fin du communiqué. Alors, cette tournée devrait démontrer aux Québécois que le PQ est le seul véhicule pour mettre fin au pillage de l'État, car la coalition pour l'avenir du Québec a exactement la même politique que le Parti libéral du Québec sur la question des ressources naturelles. Tout le monde se rappelle que René Lévesque, malgré tous ses défauts, n'était pas achetable. D'ailleurs, je fais une parenthèse, dans le processus de la nationalisation de l'électricité, il est arrivé quelque chose dans l'édifice d'Hydro-Québec. René Lévesque a reçu des visiteurs qui représentaient une compagnie anglo-canadienne qui possédait des barrages et des centrales hydroélectriques au Québec. Ils lui ont offert de l'argent. Ils lui ont offert de l'argent sur la table devant lui. La table était recouverte d'une vitre épaisse, comme on voit souvent à les conseils d'administration. René Lévesque a donné un coup de poing sur la table de colère, qui a cassé la vitre, puis il est sorti, il a chassé les gens, puis il est sorti. René Lévesque n'était pas achetable.
Alors, donc, tout le monde se rappelle que René Lévesque n'était pas achetable. Je connais Daniel Breton. Vous connaissez Daniel Breton. Pensez-vous qu'il est achetable? Non. Daniel Breton, c'est un gars d'Hochelaga Maisonneuve. C'est un gars, j'en ai déjà parlé, c'est un gars qui a été élevé dans la pollution des raffineries. Son père travaillait dans l'Est, là, dans ce coin-là. Ils ont subi à plusieurs reprises des déversements de pétrole, des incendies de citernes, ils ont respiré pendant des dizaines d'années de l'anhydride sulfureux. Vous vous rappelez l'odeur d'œufs pourris qui régnait sur l'est de la ville dans ces années-là. Donc Daniel Breton n'a pas oublié ses racines, croyez-moi. Il va faire un beau ménage là-dedans. C'est à cause de ça que Daniel Breton est devenu un militant environnementaliste. C'est à cause de ses expériences dans son enfance. Puis plus tard, il est devenu ingénieur et il a consacré sa vie au dossier environnemental et à la question des ressources naturelles. Donc, Daniel Breton a décidé d'aller au Parti québécois. Est-ce que le Parti québécois d'aujourd'hui est le même que celui de Bouchard, Boisclair et Landry? C'est une question qui se pose. Vous allez me dire que peut-être le passé est garant de l'avenir, mais moi je vous dirais que c'est pas avec une boule de cristal qu'on va décider du sort des Québécois. C'est nous-mêmes, les Québécois, qui allons en décider. Puis avec Daniel Breton, le Parti québécois, je pense que moi, ce que je vois actuellement, c'est que le PQ est devenu un parti avec une direction bicéphale. Pas exactement comme celle de Québec solidaire. En fait, je pense que Daniel Breton est en train de réunir l'équipe du Tonnerre et il est assis au poste de commande. Parce que Daniel Breton, il ne faut pas l'oublier, il n'est pas arrivé au Parti québécois tout nu, là. Il arrive là avec tout son réseau de relations, d'experts, de militants qui le suivent. Là. Daniel Champagne, c'en est un, Hugo Lapointe, Bélil, des gaz de schiste, tout ce monde-là, là, ils sont tous avec Daniel Breton, ils vont tous travailler à la prise du pouvoir et à la réalisation de ce sur quoi ils travaillent depuis des dizaines d'années. Alors, donc, Daniel Breton est en train de réunir l'équipe du Tonnerre. Ensuite, il va y avoir des élections. Ce printemps, cet automne, le printemps prochain, on ne sait pas, mais le PQ risque fort de prendre le pouvoir avec un solide mandat anti-pillage par les multinationales étrangères. C'est le maître chez nous, phase 2. Déjà, les sondages qui sont parus cette semaine mettent le Parti québécois au gouvernement, mais avec un gouvernement minoritaire. C'est juste depuis le 20 janvier que Daniel Breton a adhéré au Parti québécois. C'est ça qu'on appelle la dynamique politique. La politique, c'est une dynamique. Ceux qui voient quand tu étudies les sondages, il y a des gens qui voient des lignes puis ils pensent que les lignes se prolongent à l'infini. Mais c'est pas ça. Un sondage, ça mesure une situation, c'est comme un instantané, une photo. Mais les situations bougent continuellement. Donc, on ne peut pas prendre une ligne droite puis la prolonger à l'infini. Les sondages sont très, très encourageants actuellement. Donc, parallèlement à l'élection possible du Parti québécois, parallèlement à la mise en œuvre de Maître chez nous phase 2, le gouvernement du Parti québécois pourrait travailler sur la Constitution du Québec, car comme on dit, on peut marcher et mâcher de la gomme en même temps. Rien nous dit que le prochain mandat du Parti québécois durera 5 ans. Pourquoi il n'y aurait pas une élection référendaire au bout de 2 ans? Comme les libéraux ont fait en 1962. Mais cette fois, pourquoi pas pour approuver une nouvelle constitution? Une nouvelle constitution
qui, avec l'évolution du Canada de Harper, pourrait même aller chercher l'appui de Justin Trudeau, qui serait d'accord pour voter pour une nouvelle constitution laïque, française et antimonarchiste de la République du Québec. Alors, c'est la grâce que je nous souhaite. Je ne supporte point ce monde spéculatif qui ose tenter de gérer mes émotions et me faire perdre mes objectifs. En prétendant nous montrer comment structurer cette argumentation basée sur un système faussement créé au nom de l'abus puis de la domination. Sans se soucier de l'inexistence d'un véritable savoir, du comment l'on est esclave de cette parodie nommée économie. En nous contrôlant tels des rats de laboratoire vers un chaos inflationnaire pour ainsi permettre l'existence de la pandémie, où l'on nous manipule en tant qu'objet, victime de la liberté de se vendre en tant que force productive condamnée au temps abstrait, ou bien de mourir car il faut bien subsister pour ne pas se pendre. Je refuse de vivre en tant que pion, de travailler comme un esclave salarié faussement payé avec ce qui n'existe même pas en dehors de l'inflation. C'est un refus total de ma part de voir mon environnement se destituer au nom du désaveu et de l'utopie de ce que nous fait gober par la corruption, où on se sent dérobé de nos vrais besoins par un désaveu déconnecté de la réalité. Mais c'est terminé la discrimination, on a fini de fonctionner, la paix soi-disant sociale est terminée. Je dis gloire à la résistance. On doit reprendre notre dignité et faire cette révolution tant espérée, car on a enfin compris qu'au-delà de l'omniprésence du capital, qu'il reste 99% de la population à sauver. Et déjà en naissant, manipulé par ces religions, l'évolution et le diable, l'on succombe tout juste à la stagnation, tué au nom de l'inflation, tué au nom de l'infini, de la seule raison, déjà humilié et déshumanisé par la désinformation. Le roi est mort, espoir de liberté, deuxième phase de l'aliénation. Désormais, il n'est plus possible de travailler. La force est prise en charge par la surproduction. On a la chance de devenir un produit de consommation. On a le plaisir de ne plus ressentir en se prononçant sur ces illusions. On a cette vocation de finir martyr au nom de ceux qui ne savent que mentir. Dans ta face, ils géreront toute l'information pendant que toi tu chiales dans ton salon. Il faudra surtout ne pas comprendre. Il n'y a pas de changement. Il faut persévérer. L'inexistentialité en la créditant. C'est bien de s'auto-fourrer, de se laisser manipuler et marchander, sans rien dire, et faire perdurer la jouissance de se faire corrompre, car sinon, victime, si on ose défier omerta. Mais heureusement qu'il en soit toujours possible de s'assumer. Mais ce n'est bon que pour notre propre réalité, car assassinat, coup d'État, création d'allégations, tel terroriste pour justifier la mort d'innocents au nom du 1% du marché. Je ne collaborerai jamais, je choisis l'indignation. L'utopie, c'est des marais, ma vie à moi sera la création. Je m'appelle Ponctuation, désormais actif. Je vous dis que c'est fini cette fausse politique du marché qui crée sans procréer, sans éthique ni poétique. La mort est inévitable. C'est la dernière crise économique de cette utopie nommée capitaliste. Cette fois, il faut s'assurer qu'elle va les rachever, puis qu'on choisira de coexister. Et pendant ce temps, on pourra travailler à se recréer, reprendre notre dignité,
Cessez d'avoir peur de nos ombres, car désormais, on détiendra la science et les moyens de production. Ça sera le début de notre émancipation. Prenons en main le profit de l'industrialisation. La machine a pourtant été créée pour nous libérer. Je suis Ponctuation, G, désormais actif, pour la véritable révolution, un environnement sain qui me maintient en vie, une éducation libre, inclusive, de qualité et gratuite, car il y a assez de ressources pour exister. Sans trop en abuser, on peut s'assurer qu'elles seront renouvelables. Je prône un vrai savoir qui ne rime pas avec se faire avoir. Énergie verte, soleil au vent. Une énergie est là, pourquoi on n'en profite pas? Mettons en place la dictature de l'éthique et de la beauté, celle qui nous rappellera qu'autre que de s'entretuer, il est aussi possible de s'aimer. Thierry Vincent. Attendu que, lors de la campagne référendaire de 1995, Jean Chrétien, Premier ministre du Canada, a déclaré que suite à une prise de position trop librement exprimée de la volonté du peuple du Québec, son pays, le Canada, risquait d'être brisé, qu'il était donc en état de guerre et que, à la guerre, tous les coups sont permis. Attendu que, suite aux résultats du référendum de 1995, résultat en faveur de l'unité canadienne, le poids politique du Québec à l'intérieur du Canada, la place de la langue française à Montréal et dans ses banlieues, et même, plus récemment, l'importance accordée à la culture en général, à la justice sociale, à la vie privée, à la liberté d'expression, ainsi qu'à la pure et simple démarche scientifique, sont en constante régression. Attendu que les deux visions qui s'affrontent ici sont celles d'un côté de l'unité territoriale absolue du Canada, même si cela doit entraîner l'éradication de la culture québécoise, et de l'autre côté, de la sauvegarde absolue de cette culture québécoise, même si cela doit entraîner la modification des frontières du Canada actuel. J'en arrive à la conclusion que nous sommes en guerre. Notre mode de survie habituel, qui consiste à maintenir la paix à tout prix, surtout à ceux de notre dignité, de notre conscience, est une tactique qui a fait long feu et qui, dans le contexte actuel, ne peut aboutir qu'à notre ethnocide. Notre ethnocide, c'est l'éradication totale de la culture québécoise et du français parlé au Québec. Je nous connais. Nous pouvons toujours nous réfugier dans notre chair, considérer que le sacrifice de notre esprit, de notre mémoire, de notre culture, de notre langue, est encore un bien petit prix à payer tant qu'il assure la préservation de notre sécurité physique. Cette attitude de repli, de victime, n'aura pour effet que d'attiser en proportion l'agressivité de nos oppresseurs. Plus nous nous écraserons, moins ils pourront se retenir de nous piétiner. Nous sommes aujourd'hui face à un Canada qui était inimaginable il y a 10 ans. Je vais insister sur un seul point, primordial. La démarche scientifique est désavouée. À l'aune de l'histoire mondiale récente, il est essentiel de mesurer la pleine portée de cette dérive. Imaginez ce que le Canada peut devenir si on lui accorde 10 années de plus. Dites-vous que bien des atrocités ont éclaté dans bien des pays et que la manière la plus facile et radicale de pratiquer un ethnocide reste le pur et simple génocide, soit l'éradication totale et physique d'une population. L'histoire nous l'a dit et nous le répète. Ce genre de situation advient parce que le bon peuple, armé de son gros bon sens, use ses forces à se convaincre qu'il est à l'abri de tout mal, que son histoire à lui ne peut être qu'un long fleuve tranquille, que les atrocités sont toujours pour les autres, pour les pays lointains, qu'il n'existe aucun point de comparaison possible entre des villes comme Beyrouth, Sarajevo et Montréal, qu'il ne sert à rien de jouer aux alarmistes et de lancer des campagnes de peur à partir de détails. Mais, cela aussi l'histoire nous l'apprend, les plus grandes dérives commencent toujours tout doucement, par de toutes petites émissions, par des détails. Puis, le mouvement s'accélère. En ce moment, nous n'en sommes plus aux détails. Nous nous trouvons sur la pente.
Si un coup de barre n'est pas donné, si une prise de conscience collective n'entraîne pas un changement d'attitude fondamental, nous allons nous retrouver demain dans une situation qui nous paraîtrait aujourd'hui non seulement intolérable, mais qui nous est inimaginable. Tout comme nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation qui hier nous aurait paru tout aussi inimaginable qu'elle est intolérable. Il ne sert à rien d'attendre que le peuple québécois perde patience. Le peuple québécois, dans la définition actuelle de son identité, est conditionné à endurer les pires sévices moraux et intellectuels. Il y a longtemps qu'il a sacrifié sa vision à long terme afin de préserver sa tranquillité d'esprit. Il y a longtemps qu'il s'est plongé dans l'amnésie, dans un pragmatisme fataliste, dans la défense maniaque de tous ceux qui s'offrent à nous exploiter. Il y a longtemps qu'il a bradé son honneur pour une écuelle. Voilà pourquoi notre tout premier champ de bataille est celui qui, de tous les champs de bataille, sera le plus difficile à conquérir. C'est un terrain subtil, changeant, dur à cerner, que beaucoup même ne perçoivent pas, dont certains iraient jusqu'à nier l'existence. Plus dangereux encore, c'est un terrain que l'on croit déjà acquis. Il ne l'est pas. S'il l'était, la victoire serait assurée. L'indépendance du Québec ne serait plus qu'une question de négociations serrées et en tout dernier recours, en tout dernier seulement, de manœuvres militaires, que celles-ci soient armées ou pacifistes. Ce champ de bataille, ce tout premier terrain à conquérir, à fortifier afin de le préserver de toute atteinte extérieure, ce sont nos esprits, notre pensée, la vision que nous avons de notre identité collective. Ce regard que nous posons sur nous-mêmes doit être entièrement remodelé. Avant l'action, il y a la parole. Avant la parole, la réflexion. Avant la réflexion, la conscience de soi. Intime, enracinée, inébranlable. Je vais utiliser la tribune que m'offre encore cette vigile afin de tenter de faire ressentir, à l'aide de quelques jalons qui m'apparaissent à moi, il y en a plein d'autres que je ne perçois pas personnellement, le chemin qui nous reste à parcourir avant d'avoir véritablement conquis et endurci l'âme québécoise. Premier jalon d'aujourd'hui, langue et culture. Nous, indépendantistes, nous considérons comme les utilisateurs et les premiers défenseurs de la langue française parlée au Québec. En tant qu'indépendantistes, nous avons donc 5 devoirs. Avant de commencer, soyez assurés que ces devoirs vous paraîtront de plus en plus théoriques et difficiles à réaliser. S'ils vous paraissent théoriques, c'est que certains d'entre eux sont sans doute présentés ici pour la première fois. Il faut du temps pour qu'une idée devienne une habitude. S'ils sont difficiles, c'est que nous sommes ici dans une logique de discipline guerrière, dans un contexte de guerre. Ça ne veut pas dire aller se battre, être en uniforme, tout ça. Ça veut dire un effort intime et constant, quotidien et individuel. Premier devoir, toujours utiliser le vocabulaire français. Ne jamais s'empêcher de parler d'autres langues. Mais quand on parle en français, on ne parle qu'en français. Aucun, je dis bien aucun mot anglais ne doit être utilisé si la langue que nous employons est le français. 2. Relancer une campagne de francisation des termes techniques. Quand j'étais jeune, les pièces d'automobile, par exemple, ne portaient que des noms anglais. Celui qui utilisait des mots comme pare-brise, klaxon ou silencieux passait au mieux pour un étranger. Au pire, je vous laisse imaginer. Des campagnes gouvernementales et populaires ont changé cela. 30 ans ont passé. De nouveaux outils technologiques issus de la culture anglo-saxonne ont envahi notre quotidien. Il nous faut utiliser les termes français correspondants afin de bannir de notre vocabulaire des expressions comme e-book, e-phone, Facebook, Internet, Twitter. Si ces correspondances n'existent pas, il faut les inventer. 3. Bannir de notre langage toutes les marques déposées à consonance anglaise. Nous devons inventer de nouveaux termes afin de remplacer tous les titres, toutes les marques, toutes les franchises, qui, de par les modifications apportées à la loi 101, brouillent notre environnement culturel. Prenons cela comme l'invention d'un code, d'un argot appliqué au commerce, que devront parler tous les indépendantistes, puis tous les Québécois. Nous devons en arriver à un point où une enseigne anglaise correspondra dans notre esprit à un mot français, où l'on ne comprendra le mot anglais que si l'on décide d'avoir une conversation en anglais. En un mot, dans nos esprits, barrière infranchissable entre les deux langues. Ou, mieux encore, parlons un français purifié et un anglais contaminé par le français. 4. Acquérir la capacité de débrancher à volonté notre connaissance de l'anglais. Il nous faut acquérir la capacité d'effectuer une politique de la terre brûlée. Si nous sommes assez nombreux et coordonnés, nous pourrions décréter que pendant une journée, l'anglais parlé comme écrit nous deviendrait aussi incompréhensible que peut nous l'être aujourd'hui le chinois. Cela demande une discipline de fer et la participation d'une masse critique de francophones.
Mais la désarticulation brutale de tous les relais de la langue anglaise que sont les francophones de la ville de Montréal, par exemple, peut devenir un redoutable levier de négociation. Imaginez, pendant une journée, plus un seul francophone ne comprend ni ne lit l'anglais à Montréal. Puis, pendant toute une semaine. 5. Approfondir notre langue. La langue française est l'une des plus complexes du monde. Approfondissons-la. Plus notre langue sera élaborée, plus notre pensée sera subtile, plus elle sera incompréhensible à ceux qui la détestent. Le simple fait de baragouiner notre langue ne permettra plus à un de nos adversaires de pouvoir comprendre nos intentions, même si nous les exprimons entre nous dans un langage qui nous paraîtra tout à fait limpide. Une langue se complexifie à l'infini, et quelqu'un qui s'engage trop dans son étude verra ses schémas mentaux modifiés par elle. Notre langue n'est pas que l'objet de notre protection, elle est aussi un de nos moyens de protection. Culture maintenant. Nous, indépendantistes, nous considérons comme les utilisateurs et les premiers défenseurs de la culture québécoise, ce qui implique évidemment que nous la connaissons tous de manière satisfaisante. Bon, là j'ai bricolé un petit questionnaire sur la culture populaire. La culture populaire, comme son nom l'indique, est constituée de toutes les petites connaissances sur, par exemple, des personnages de fiction que tout le monde connaît. Ces personnages de fiction servent à la fois de références communes et de projections, des rêves et des cauchemars, des fantasmes et des peurs d'une culture donnée. Certains de ces personnages de fiction appartenant à une culture donnée peuvent traverser les frontières et s'imposer à d'autres cultures. Ils deviennent en quelque sorte universels, ou alors servent à séduire les cultures qui les acceptent, devenant en quelque sorte des chevaux de Troie de bien d'autres dominations plus ou moins subtiles. Comme je ne sais pas très bien ce que vaut ce dictionnaire, je vais avoir besoin de votre participation honnête et enthousiaste. Donc, ça devient interactif. Et enthousiasme, merci. J'aimerais que vous m'aidiez à tester le questionnaire en répondant aux questions suivantes. Ces questions sont toutes faciles. Si la réponse vous paraît trop évidente, c'est que c'est la bonne. Nous parlons ici de culture populaire. Au moment où je lis chaque question, ce que je veux vous demander personnellement, c'est d'observer votre propre réaction. Est-ce que vous avez l'impression que la réponse surgit en vous spontanément, ou est-ce qu'il faut plutôt que vous creusiez les méninges pour la trouver? Bon, on discutera peut-être après, vous me direz par la suite si ça a été très facile ou quoi. Alors je commence en mettant en contexte un peu. Première question, première devinette. En 1816, les poètes britanniques Byron et Shelley passent l'été à la villa Diodati, au bord du lac Léman en Suisse, en compagnie de Polidori, médecin personnel de Byron, de Mary W. Godwin, la jeune maîtresse de Shelley, et de Claire Clermont, sa cousine, sans doute maîtresse de Byron. Pendant une nuit d'orage, le petit groupe se lit des histoires de peur et décide de se lancer dans un concours d'écriture. À la surprise générale, l'histoire gagnante est celle de la jeune Mary, connue par la suite sous le nom de Mary Shelley. 2 ans plus tard, elle publie son histoire, sous la forme d'un roman de facture gothique. Pour beaucoup de gens, cet ouvrage est le tout premier roman de science-fiction. Le personnage principal, un docteur en médecine, fabrique un être artificiel à partir de morceaux de cadavres et lui donne la vie. Comment s'appelle ce docteur devenu le prototype du savant fou, dont les initiales sont VF? Frankenstein. Oui, VF, mais non. Von Frankenstein. Victor Frankenstein. Ok, Victor, je savais. 20 ans plus tard, en 1836, un courriériste parlementaire du nom de Philippe Aubert de Gaspé-Fils s'enfuit de Québec en compagnie d'un collègue, Napoléon Aubin. Il se réfugie au manoir de Gaspé, près de Saint-Jean-Port-Joli, où il passe l'hiver en compagnie de Philippe Aubert de Gaspé, père, possesseur d'une très intéressante bibliothèque, dans laquelle on retrouve entre autres des ouvrages de Byron. Philippe Aubert de Gaspé-Fils profite de l'occasion pour rédiger un roman de facture gothique. Pour beaucoup de gens, cet ouvrage est le tout premier roman québécois. Le personnage principal, un alchimiste, tente de trouver un trésor à l'aide d'une main de gloire, soit le bras coupé du cadavre d'un pendu. Comment s'appelle cet alchimiste, dont les initiales sont C.A.? OK. On va garder ça pour plus tard. En 1844, Alexandre Dumas père fait paraître Les Trois Mousquetaires, sans doute l'un des plus célèbres feuilletons français du 19e siècle. Dans ce feuilleton, un jeune Gascon, qui ne deviendra lui-même mousquetaire qu'à la toute fin du récit, devient le compagnon d'armes d'Athos, Porthos et Aramis, les 3 fameux mousquetaires du titre. Quel est le nom de ce jeune Gascon, qui commence par un D apostrophe, suivi du son A? D'Artagnan. Près de 20 ans plus tard, près de 20 ans après, en 1863, Philippe Aubert de Gaspé-Père, que l'on a déjà vu plus tôt, se lance 26 ans après son fils dans la carrière romanesque avec les Anciens Canadiens.
sans doute l'un des plus célèbres romans québécois du 19e siècle. Dans ce roman, un jeune Canadien et sa famille entretiennent des liens d'amitié avec un jeune Écossais, Archibald Cameron of Lochiel, amitié mise en péril par le fait que Lochiel, devenu un officier britannique, participe à la conquête de la Nouvelle-France. Quel est le nom de la famille de ce jeune Canadien, qui commence par un D apostrophe, suivi du son A? En 1899, L. Frank Baum, un Américain, fait paraître Le Magicien d'Oz, premier d'une longue série de romans pour enfants qui raconte les mésaventures de Dorothée, une petite fille du Kansas, et de son petit chien, emporté par une tornade jusqu'à un pays fabuleux, le pays d'Oz. Le nom du petit chien, composé d'une syllabe répétée, fait terminer par son O. Quel est le nom de ce petit chien? Au Canada. Rappelez-vous le film. Ah là 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 là. C'était trop pointu, celui-là. 30 ans plus tard, en 1929, Marie-Claire Daveluy fait paraître Au pays des belles histoires, un feuilleton qui sera réédité sous forme de roman en 1936, sous le titre Sur les ailes de l'oiseau bleu, l'envolée féerique. Ce récit, souvent réédité, l'un des plus grands succès de la littérature jeunesse de l'époque, connaîtra une suite intitulée Une révolte du pays des fées. Dans cette histoire, un petit garçon et sa sœur sont emportés par un oiseau féerique dans un pays fabuleux où qui existent tous les royaumes des livres de contes, ainsi que bien des personnages romanesques ou légendaires. Le petit garçon s'appelle Louison. Le nom de sa sœur est composé d'une syllabe répétée qui se termine par le son O. Quel est le nom de cette petite fille? Dodo. Et Dodo? C'était ça? Ben, ça aurait pu, mais non. À partir de 1953, un auteur britannique du nom de Ian Fleming fait paraître sur une base annuelle une douzaine de romans mettant en vedette un agent secret dont le matricule est 007 ou 007, les deux zéros signifiant permis de tuer. Ces romans ont un énorme succès et on en a tiré à ce jour 22 adaptations cinématographiques, sans compter un téléfilm et une parodie officielle. Quel est le nom de cet agent secret dont les initiales sont JB? James Bond. À partir de 1947, soit 6 ans avant Fleming, Pierre Sorel, nom de plume de Pierre Desgnoux, fait paraître sur une base hebdomadaire et pendant 20 ans près d'1 millier de petits romans X13. mettant en vedette un agent secret dont le matricule est X13. Le son X s'orthographiant en réalité IXE afin de trahir les faussaires qui voudraient usurper son identité. Cette série de romans n'est que la pointe de l'iceberg d'un phénomène de masse, puisqu'à l'époque, au moins 40 séries, et c'est conservateur de dire ça, de petits romans mettaient en vedette autant d'autres héros et héroïnes, agents secrets et policiers, mais aussi espionnes et aventurières, habiles voleurs, détectives, génies criminels ou savants fous, comme Guy Verchères, Jean Larocque, Albert Brien, l'agent Françoise AC12, le sergent Colette UZ16, Diane la belle aventurière, Max Beaumont, le Domino Noir, Monsieur Mystère, Rapax, Fantasma et bien d'autres. On a tiré de tout cela un seul film, réalisé par Jacques Godbout, une parodie intitulée « Je me souviens des aventures étranges de l'agent X13 d'As des espions canadiens » ou plus brièvement X13. Quel est le nom de cet agent secret dont les initiales sont JT? Hein? On me manquait un bout, là. Le nom de X13, le vrai nom. Les initiales, c'est JT. À partir de 1977, George Lucas, un cinéaste américain, nous raconte les aventures spatiales de Luke, interprété par Marc Hamill, de sa sœur et de plusieurs de leurs compagnons, pas toujours humains, dans une trilogie dont le titre, traduit en français selon une ancienne coutume, est La guerre des étoiles. Trilogie qui provoque une petite révolution dans le domaine du cinéma de masse. Quel est le nom de la sœur de Luke, interprétée par Carrie Fisher? Il commence par la lettre L. 20 ans plus tôt, soit à partir de 1957, Paul Legault nous raconte les aventures spatiales de Luc, interprété par Hervé Brousseau, de sa sœur et de plusieurs de leurs compagnons, pas toujours humains, dans une série télévisée dont le titre est Opération Mystère, et qui est sans doute la toute première série télévisée de science-fiction québécoise. Quel est le nom de la sœur de Luc, interprétée par Louise Marleau? Il commence par la lettre L. Ah bon. D'accord. Le robot s'appelait Oscar. Bon, ben au moins. J'aurais dû poser comme ça. Donc, on pourrait considérer que j'ai fait exprès de poser des questions très faciles suivies de questions plus spécialisées. Pourtant, toutes ces œuvres s'équivalent. Les premières lancées dans d'autres pays, les secondes étant les nôtres, celles de notre culture. Ce sont, en quelque sorte, les meilleures du genre. J'ai comparé 2 œuvres gothiques primordiales, 2 fresques historiques célèbres, 2 romans jeunesse très populaires, 2 cycles d'espionnage fondamentaux et 2 fresques spatiales innovatrices. Mais je suis parti du principe que vous ne connaissiez pas ou très peu les réponses aux secondes questions. Essayons maintenant avec une nouvelle série de questions si vous n'êtes pas tanné, dont je suis certain que vous connaissez toutes les réponses. En 1836, là je vais avoir besoin des plus vieux surtout,
Cet aventurier retranché à Fort-Alamo en compagnie de 65 hommes tient tête à l'armée mexicaine pendant une douzaine de jours. Considéré comme la quintessence du coureur des bois, il devient un héros populaire qui inspira la mode enfantine des années 50 grâce à une célèbre série télévisée. Il sera aussi le personnage principal de nombreux films. Ses initiales sont DC. Davy Crockett. La 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 la. 176 ans plus tôt, en 1660, cet autre aventurier retranché dans un petit fort du Long-Sault, le fort du Sault de la Chaudière, en compagnie de 16 compagnons et d'une poignée d'alliés Hurons et Algonquins, tient en respect 800 Iroquois pendant près de 3 semaines. Longtemps considéré comme un héros, ayant sans doute inspiré un grand nombre de pièces de théâtre collégiales, ses initiales sont A pour son prénom peu connu, et surtout DO, le O étant précédé d'une particule. Disons DDO, le O étant précédé d'une particule. Dollars des Ormeaux. En 1862, Charles Dodson, Dollars des Ormeaux. C'est quoi une particule? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Une particule D. Des Ormeaux. C'est DO, mais c'est Adam, Dollars des Ormeaux. J'ai appris en faisant mes recherches que c'est son nom de famille, Dollars des Ormeaux. En tout cas, en 1862, Charles Dodson effectue un pique-nique avec les 3 fillettes de ses voisins. Il improvise pour elles les aventures de l'une d'elles, que l'une d'elles traverse, après être tombée dans un terrier de lapin. 3 ans plus tard, sous le nom de plume de Lewis Carroll, il va publier une version très étoffée de ce récit, qui se déroule au Pays des Merveilles. Il existe plusieurs adaptations de cette histoire sous forme de films et de téléfilms. Après avoir bu ou goûté certaines substances, la fillette connaîtra toutes sortes de transformations physiques spectaculaires. Quel est le prénom de cette fillette qui commence par la lettre A? Alice. 55 ans plus tard, soit en 1920, Henri Rollin et Léon Petitjean décident de rédiger une courte pièce de théâtre macabre, un genre appelé Grand Guignol, à partir du sort d'une fillette à Fortierville. Le récit sera repris sous la forme de petits romans, et 2 films seront aussi tirés de cette histoire. Maltraitée par sa belle-mère, la fillette connaîtra toutes sortes de transformations physiques spectaculaires qui finiront par la tuer. Quel est le prénom de cette fillette qui commence par la lettre A? Hein? En 1938, Jerry Siegel et Joe Shuster lancent sur le marché américain un personnage de bande dessinée qui est en quelque sorte une réponse au traumatisme engendré par la crise économique. Adapté dans plusieurs médias, serials, dessins animés, radio, télévision, théâtre, cinéma, ce personnage tout-puissant tire ses immenses pouvoirs du fait qu'il est un extraterrestre né sous un soleil aux propriétés différentes. Très respectueux de la loi, il défie pourtant toutes les lois naturelles grâce à sa force, sa vitesse, son invulnérabilité, ses étonnantes capacités visuelles et surtout sa faculté de voler. Le nom de ce personnage commence par la lettre S, d'ailleurs très visible sur son costume bleu et rouge. Quel est ce nom? Superman. 5 ans plus tôt, soit en 1933, Claude-Henri Grignon fait publier un roman mettant en scène un personnage qui est en quelque sorte une réponse au traumatisme engendré par la crise économique. Adapté dans plusieurs médias, bande dessinée, cinéma, radio, théâtre, télévision, ce personnage tout-puissant tire son immense pouvoir du fait qu'il est un avare sans aucun scrupule. Très respectueux de la loi, il tisse néanmoins une toile d'intrigue dans laquelle il empêtre toute sa communauté. Le prénom de ce personnage commence par la lettre S. Séraphin Poudrier. Voilà. En 1981, George Lucas et Steven Spielberg lancent sur les écrans ce personnage double, à la fois archéologue et casse-cou, professeur un peu timide et pierre de tombe, romantique et cynique, perclus de douleur et pourtant increvable. Il est un hommage à tout le cinéma à tout un cinéma et à une littérature d'aventure caractéristique des années 1930, donnant le coup d'envoi à une vague de nostalgie qui va caractériser une bonne partie de la culture de masse américaine des années 80. Son prénom est synonyme d'aventure, son nom de famille symbolise le côté plus rangé d'Américain moyen. Ses initiales sont I.J. Indiana Jones, Indiana, c'est pas son vrai nom. Je sais, c'est Henry. La même année, soit 1981, Pierre Falardeau et Julien Poulin lancent sur les écrans ce personnage double, à la fois canadien, francophone et québécois fédéraliste, entreprenant et frileux, rêveur grandiloquent, esprit étroit, Bob. Je vous épargne la suite. Il y a Henri puis il y a Bob Gratton, c'est leur vrai nom. Je finis. Je n'épuise pas votre patience. Elvis Wong. Au complet. En 97, J.K. Rowling, là c'est un test, je suis pas sûr, s'est publié le premier des 7 romans mettant en scène ce jeune sorcier de 11 ans que l'on suivra d'année en année pendant ses études à Poudlard, tandis qu'il accumule les pouvoirs qui lui permettront d'affronter l'assassin de ses parents. Il existe 8 films qui transposent ces romans à l'écran. Avec l'aide de 2 amis, Ron Weasley et Hermione Granger, qui finiront par former un couple, il viendra à bout de toutes les difficultés. Ses initiales sont HP. Harry Potter. 6 ans plus tard, en 2003, Brian Perrault fait publier le premier de 12 romans mettant en scène ce jeune garçon de 12 ans que l'on suivra à travers plusieurs royaumes tandis qu'il accumule les pouvoirs qui lui permettront de rétablir l'équilibre du monde. Une série télévisée d'animation est actuellement en cours de production.
Avec l'aide de deux amis, Beors Bromanson et Medusa, qui finiront par former un couple, il viendra à bout de toutes les difficultés. Ses initiales sont AD. Alphonse Desjardins. C'est extraordinaire quand même. Là, la Je sais conclusion, c'est qui, mais je sais pas son nom. la conclusion, c'est que les personnages, à part de l'art des Ormeaux, qui a quand même une campagne, les personnages populaires au Québec que l'on connaît sont des êtres petits ou victimes ou méchants. Tous les personnages qu'on a, et on en a énormément, qui sont héroïques, qui sont dynamiques, qui gagnent, on ne s'en rappelle pas. On ne les connaît pas. Et on connaît tous ceux des autres cultures, mais pas les nôtres. Et j'aimerais juste que vous imaginiez qu'est-ce que ça donnerait si on travaillait à développer le fait de juste connaître nos héros positifs et les mettre en avant qu'est-ce que ça aurait comme impact sur notre vision de nous-mêmes. Oui. Il y a une autre conclusion. Oui, vas-y. T'es prof de littérature. Ben, je m'intéresse à la littérature, mais je suis pas prof de littérature. OK. Merci beaucoup, merci de votre patience. Bravo, merci hein? de votre participation. Oui, mais qu'on devrait avoir. Hein? Oui, mais... Bon. Donc, quelqu'un d'autre a des textes ou des discours? Peut-être. les pages. Fais-tu un débat? Juste pour apporter, c'est long, là. Ensuite, c'est que Thierry a dit tout à l'heure. J'ai remarqué sur beaucoup de livres de traduction, le livre étant traduit en français, mais tous les héros, les personnages, gardaient leur nom anglophone. Comme si on ne pouvait pas avoir des Hyacinthe, Thierry et André dans les... Il y a Jacinthe de Fatima. C'est une remarque. Merci. C'est juste... Pablo, il arrive en retard, c'est parce qu'il y avait une autre activité. Parle-nous donc de l'autre activité. Il y avait une marche des pendus aujourd'hui. Bonjour, Pablo. Judy, passé, on a fait une marche. Parce que je vous donner des biscuits. On a fait deux marches pour les Patriotes cette semaine. Et Réal était avec nous jeudi. Jeudi, la marche au flambeau. Oui, la marche au flambeau. Et aujourd'hui, c'était la marche des Patriotes. Les pendus. Des pendus. On est allé à l'église Saint-Pierre-Clavier, sur la rue Laurier et Lorimé. Puis chaque fois qu'on arrivait dans un coin, on présentait un patriote et ce qui était lui, puis la plupart des gens étaient des cultivateurs, donnaient l'âge, combien de parents, c'est la chose. Finalement, on est arrivé, puis on a les deux patriotes, on se positionnait en face du nom, parce qu'il y a le nom au pied de courant. Et voilà, c'était une excellente journée. Puis moi, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Il y avait, comme d'habitude, moins de 1% de la population québécoise. Mais une fois que je vais arriver chez moi, je vais oublier les photos, puis je vais demander à des gens comme Ousane, Manoir, Giuseppe, puis des gens qui parlent en nom du peuple sur la souveraineté et l'indépendance, que si l'année prochaine ils vont nous accompagner. C'est important parce que mais je viens d'apprendre que personnellement je ne vais pas le tolérer. Et on va convertir la prison dans un hôtel. Et pas question pour moi. Oui, c'est ça. Je n'ai pas besoin d'être un politicien pour faire valoir mes droits, mais je trouve que c'est une prison qui nous rappelle notre passé. Ce sont des gens qui ont donné la vie. Aujourd'hui, on peut devenir un patriote. Jamais sera pendu. La maximum chose que m'attend pour moi, je peux arriver, c'est d'être déporté. Je passe pas, mais c'est ça. Et aujourd'hui, on est rendu là. Et si on fait rien, c'est ce que j'ai pris de la voie de Victor. Que si on continue comme ça, on va devenir un hôtel la prison. Merci. Oui, j'ai été à la marche au flambeau. Quelque chose ici. La marche au flambeau s'est terminée au parc Émilie Gamelin.
Marc-Émilie Gamelin, c'est le métro Berry, Au coin de Sainte-Catherine et Sainte-Catherine. Saint-Agnès. Au coin de Berry-Sainte-Catherine. Et puis, personnellement, là, je savais pas exactement c'était qui Émilie Gamelin. Mais là, après la marche, il y a une religieuse de... je me rappelle pas exactement quelle congrégation, mais une congrégation à laquelle appartenait Émilie Gamelin, qui est venue parler, elle nous a expliqué qu'est-ce qu'elle a fait, Émilie Gamelin. Émilie Gamelin, elle s'appelait Émilie Tavernier. Elle est devenue religieuse plus tard dans sa vie, vers la fin de sa vie. C'est le sort de la providence. Émilie Gamelin, là, c'était l'équivalent du mouvement pour la défense des prisonniers politiques qu'il y a eu dans les années 60-70. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle était une femme ordinaire, là. Elle n'était pas une religieuse, elle n'était pas une personne impliquée, mais quand les patriotes ont été arrêtés, ils ont été incarcérés à la prison au pied du courant, elle a décidé de les aider parce que dans cette prison-là, tout ce que les prisonniers avaient, c'était le linge qu'il y avait sur le dos et du pain. Il n'y avait rien d'autre. Okay? Fait que elle a décidé d'organiser des citoyens pour leur apporter des vêtements et de la nourriture, sinon tous les jours, au moins quelques fois par semaine. Et donc, c'est vraiment... il l'appelait l'ange des prisonniers politiques. C'est le texte que la religieuse a lu, là. Et elle a même réussi à rentrer la fille d'un des prisonniers en contrebande dans la prison une fois. Parce que les autorités de la prison interdisaient aux prisonniers de voir leurs femmes, leurs enfants. Elle a réussi à rentrer la fille d'un des prisonniers en contrebande dans la prison. Le gars, il a pu voir sa fille avant d'être passé. Une autre affaire qu'elle a dit, c'est que celui qui interdisait les visites, c'est un Canadien. C'est un Canadien qui avait été nommé shérif par Lord Gosford. Harry Gosford est juste ici, là, devant la cour municipale qui est là. C'est Harry Gosford. Ce chien-là, il y a une rue à Montréal. C'est pas le seul. Non, il y en a d'autres, de Wolf, de Amherst, c'est que... Là, lui, il avait nommé un shérif canadien. Les gars, il était content, le gars, il avait une paye, comme ça. C'est lui qui interdisait les visites des femmes et des enfants. C'était à pleurer, cette histoire. Donc, elle ramassait de l'argent, de la nourriture, préparait des soupes, puis un peu de viande, puis elle apportait ça là-bas, avec un traîneau, en hiver, avec des vêtements. Je ne lirai pas tout ça, là, mais j'étais content d'apprendre qu'il y avait l'équivalent du mouvement de défense des prisonniers politiques du Québec en 1835. Y otro show real, je sais pas si tu te souviens, ils ont créé une fondation pour visiter les prisonniers politiques. Y c'est ça, j'étais surpris parce qu'en Colombie, il y a pas. Il y a en Équateur, en Bolivie, il y a en Centramérique, en Europe, la même chose que visiter les prisonniers politiques, mais c'est bizarre qu'en Colombie, il y a pas. Je peux peut-être vous le lire, c'est juste une page. Ah, allez. Je pensais que c'était plus long, mais c'est deux fois la même chose. Le 23 novembre 1837, les premiers affrontements ont lieu à Saint-Denis. 12 patriotes sont tués. Le 25 novembre, le village de Saint-Charles est attaqué à son tour. Une trentaine de patriotes sont tués. À Montréal, on commence à dénoncer les dures conditions de détention des prisonniers politiques écroués à la vieille prison de la rue Notre-Dame au pied du courant. Les détenus sont laissés dans leurs quartiers respectifs sans pouvoir sortir dans la cour de la prison. Madame Émilie Gamelin cherche le moyen d'aller soulager leur infortune. Elle obtient l'autorisation d'aller à la prison où elle était déjà connue par ses visites auprès des femmes et des malades mentaux. Le notaire Giroir confirme dans une lettre que
des dames charitables de Montréal ont permission d'apporter de la soupe aux pauvres prisonniers. Sans ces visites et ces secours, les prisonniers n'auraient eu que du pain pour toute nourriture, précisent certains prisonniers. Presque tous les jours, les Montréalais voient Mme Gamelin se diriger vers la prison avec une compagne. Elle pénètre dans l'établissement carcéral, un panier de provisions au bras. Émilie n'hésite pas à se faire la messagère des familles et des prisonniers et remet aux uns et aux autres les lettres et les colis qui lui sont confiés. Dans la ville, on la surnomme l'ange des prisonniers politiques. Elle prie avec les prisonniers, leur fait une lecture spirituelle et leur distribue, avant de partir, des images de Notre-Dame de la Délivrance. On doit aussi à Mme Gamelin d'avoir conservé pour la postérité le testament de Chevalier de Delormeau. Chevalier Delormeau, écrit la veille de son exécution à l'échafaud. Sophie, âgée de 13 ans et fille de Jacques Longuetin, cultivateur de Saint-Constant, accompagne Émilie à la prison pour voir son père. Elle écrit ceci: en l'apercevant, les prisonniers allèrent au-devant d'elle, comme au-devant d'une mère. Elle les salua en disant: je viens voir comment se portent mes enfants aujourd'hui. Elle distribue les messages des familles et les provisions, du tabac, des friandises, fait une courte lecture de piété, récite le chapelet avec eux et leur dit avant de partir: si vous le voulez bien, avant que je me retire, nous allons faire ensemble notre prière du soir. Les prisonniers s'agenouillent sur les dalles et prient avec elle. À la demande de Monseigneur Bourget et avec Émilie, la congrégation des Sœurs de la Providence est fondée en 1843. Émilie prend alors l'habit religieux. Ces religieuses ont continué longtemps à visiter les prisonniers et à accompagner les condamnés jusqu'au pied de l'échafaud. Signé Agathe Boyer. Ça, c'est la dame qui est venue lire le texte. Alors, merci. Bonjour, Julien Monnier. Je voulais faire une annonce en ce moment sur le site de l'Assemblée nationale. Il y a une pétition contre la hausse des frais de scolarité. J'inviterai tout le monde qui est pour la cause, contre le dégel des frais de scolarité, d'aller la signer. C'est Jean-Martin au sens. J'ai 3 annonces, ou peut-être même 4. Le 20, lundi, il va y avoir une manifestation justement au parc Émilie Gamelin à 1h30. Le 23, il y a une autre manifestation contre le dégel des frais de scolarité au Carré Philippe vers 4h30, j'ai l'impression. Puis, il y a une manifestation à Québec le 1er mars. Parce que je pense au micro, là, il y a peut-être des autobus, puis il y a des notes. Puis l'autre annonce, c'est je vous invite à la fête des bénévoles de la Société Saint-Jean-Baptiste, pas dimanche, pas demain, mais la semaine prochaine. Il va y avoir de la bouche, il va y avoir Philippe qui va chanter des chansons qui chantent avec son groupe. Puis je fais des musiques avec Martin Rivet, puis on a invité d'autres groupes. On invite d'autres groupes. Quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose, veut parler de quelque chose cette semaine? Non? Oui. C'est suite à mon intervention tout à l'heure. sont les réponses? Je voulais donner les réponses seulement. Je les connais par cœur. Est-ce que vous trouvez normal d'avoir aucune idée de ce qui est le premier roman de la littérature québécoise en tant qu'indépendantiste? Je sais pas, je me demande, est-ce que vous considérez que c'est très pointu comme information ou c'est quelque chose qui devrait quand même être... éventuellement vous êtes enseigné à l'école. Oui, et qui aussi devrait, de manière populaire, être répandu partout. C'est parce que les Trois Mousquetaires ne nous étaient pas enseignés à l'école. Tout le monde connaît ça. Comment ça se fait que... Moi, c'est ça. C'est parce que, oui, je suis un spécialiste, comme Réal l'a dit, je m'intéresse à ces questions-là de manière très pointue. Mais les questions que j'ai posées, c'est sur des choses qui
selon moi, normalement, devrait être connu de tout le monde au Québec. C'est le héros du premier roman québécois, qui est en plus un alchimiste et qui est une espèce de héros très bizarre, devrait, le vrai nom d'X13, et le nom de tous les autres personnages qui sont complètement oubliés aujourd'hui, qui était une littérature extrêmement, réelle et André pourront peut-être en témoigner. Là. Moi, j'ai moins connu cette époque-là. La littérature en fascicule des années 45 à 65, ça a été une révolution au niveau de la lecture pour les gens au Québec. Il y a eu énormément d'héros populaires qui ont été créés là, complètement balayés, disparus après. Je sais pas, je me demande, est-ce que quand je vous pose ces questions-là, vous avez l'impression que je pose des questions extrêmement pointues, ou bien vous avez comme moi l'impression que c'est des choses qui devraient être connues et qui devraient beaucoup plus être répandues que ça, et qui Bien. Je veux savoir si je suis dans ma bulle ou... Non, mais dans une perspective de quelqu'un qui n'est pas si cultivé que ça, tu as parlé de culture populaire. Moi, je trouve qu'après la guerre, il y a eu une internationalisation de la culture, si on veut, là, dans le sens, les séries américaines ont été traduites dans la plupart des langues et se sont retrouvées à la télévision. Il y a eu l'avènement de la télévision. Donc, que ce soit Frankenstein ou des choses comme ça, je veux dire, c'est de la culture populaire internationale. Les Japonais savent c'est qui Frankenstein, tu sais. Donc, à partir de là, la culture québécoise, c'est comme la culture bolivienne ou, je sais pas, la culture japonaise. Il n'y a pas une internationalisation de ces cultures-là. Donc, la culture populaire internationale, c'est la culture de l'Empire. C'est-à-dire, c'est la culture soit américaine, soit britannique, c'est-à-dire les contes américains, le Tom Sawyer et tout ça. Après la Deuxième Guerre mondiale au Japon, il y a eu des animations japonaises qui ont été faites sur tous ces trucs-là. Et sur ce qui peut être international, surtout, c'est au niveau de la littérature grecque, des choses de l'Antiquité, des choses comme ça. Tout le monde connaît Ulysse ou des choses comme ça. Ça peut être international, mais quand ça en vient à une culture populaire québécoise, et veut pas la culture internationale prend le dessus pour quelqu'un qui n'est pas intéressé à ces choses-là ou qui n'est pas cultivé sur ces choses-là. Moi, mon intérêt pour l'indépendance et tout ça, c'est vraiment au niveau politique, et au niveau géopolitique, et au niveau émancipation d'un peuple et tout ça. Mais oui, ce serait important de le connaître. Et puis, on a des institutions au Québec qui font connaître ces choses-là. Mais de là à ce que ça passe à TVA chaque soir, une télésérie sur tel conte ou telle histoire, ça serait à faire. Ça ne se fait pas. Ça se fait de plus en plus, mais à peine. Je veux dire, au cinéma, maintenant, on essaie de créer de la culture populaire, babine, des choses comme ça. Mais c'est toutes des choses récentes. On ne va pas aller chercher des vieux contes, on ne va pas aller chercher des vieilles légendes. En fait, j'ai deux questions. C'est-à-dire que quand on refait des choses, on refait Aurore. Ouais. On refait Séraphin. Ça a été refait dans les années 2000. Mais j'aimerais te poser la question, Pablo. En Colombie, est-ce que des héros nationaux, des personnages nationaux sont aussi connus que des personnages internationaux? Puis il y a vraiment une ignorance de la population face à sa propre littérature, à sa propre culture populaire. Là. On parle vraiment de... Son choses que yo denuncio yo y on est tellement médiocre dans la éducation. Chaque semaine, un politicien a dit que l'éducation au Québec c'était bon, sauf que était les enfants qui vont pas à l'école, les décrochages scolaires. Et je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, c'est pas seulement l'éducation ici, c'est partout, pour toute la planète. Je sais pas, en Colombie, il y a Gabriel García Márquez, 1984, prix Nobel de littérature. On a fait un effort cette année pour envoyer son œuvre en Chine, parce que la Chine commence à s'ouvrir. Et tu sais, ils sont fermés, ils sont, parce qu'on cache la vérité. Censure. Ils sont censurés les livres parce que c'est notre culture. Ils sont dit, tous les Colombiens sont des Yankees, parce que je suppose c'est qui a lu 100 ans de solitude, je sais pas. Oui, j'ai lu. Alors il est parti où il y a une fille qui
brûle sa maison, puis il faut qu'il paye avec son corps et commence à avoir des relations sexuelles. Mais dans cette époque-là, 1900, c'était normal, c'était quelque chose de normal, puis c'est ça, la Chine a censuré ça. C'est ça, c'est la chose que je dénonce toujours le nouvel ordre mondial créé par Margaret Thatcher et Ronald Reagan à partir de 1980, ou l'économie d'abord, c'est ça. Je me souviens, lorsque moi j'étais étudiant, on se réunissait dans des cafétérias pour parler de politique, puis parler de livres, on lisait beaucoup de livres. Aujourd'hui, je demande à mes enfants c'est quoi le livre, et les profs demandent pour lire. Il y a trois livres maximum dans mon époque. On lisait beaucoup de livres et c'était pas des petits livres. C'était mettons 100 ans de sollicitude, c'est quelque chose obligatoire. Aujourd'hui, c'est pas obligatoire en Colombie. Puis si on pose la question, c'est qui, est-ce que vous connaissez Gabriel García Márquez? Non. Est-ce que vous connaissez Shakira? Tout le monde la connaît. Alors, je sais que c'est plus rentable pour les gouvernements de rendre les gens ignorants. Et c'est pas la faute des professeurs, c'est pas la faute des parents non plus, c'est la faute de tout le monde. Je pense que c'est personnellement, j'ai pris l'initiative de lire les 100 ouvrages les 100 livres les plus populaires dans toute l'histoire. Oh, 1900, 1800, ça m'apporte quelque chose. Je voudrais amener ça à mes enfants aussi. Mais je ne suis pas pessimiste. On est dans une époque. Je sais pas, les gens préfèrent autre chose que la littérature, la culture. Vous parlez du Rassemblement pour l'indépendance. Je voulais dire de quoi sur Tu vas répondre à la question. Je réponds à quelle question? C'est en Colombie, la culture. Si je me fie à mon dernier cours de sociologie et de la production artistique, la culture populaire a pris de plus en plus de dessus, ce qui fait qu'on perd les éléments de base de la culture elle-même. Donc, il faut ramener l'essentiel de ce qu'on veut montrer, puis ne pas tomber dans la culture populaire qu'on voit aujourd'hui avec Québécois qui nous passent des télé-réalités, où est-ce qu'on n'apprend plus rien. Puis c'est pas comme dans le temps quand il y avait des émissions éducatives pour entraîner la population. C'est une responsabilité sociale et non pas de populisme. Aller à Télé-Québec. Moi, j'ai quelque chose à dire sur Télé-Québec. Bon, des fois, Moi, faut que je chiale sur Télé-Québec. Cette semaine, au Franc-Tireur, il y avait un reportage sur la discrimination envers les roux. Oui, j'ai vu ça. Et puis je trouve que quand c'en est rendu là, puis on paye ce poste-là là, avec nos impôts et nos taxes, puis qui s'est rendu, ça pourrait être au Canal V, là, cette histoire-là. Je veux dire, il n'y a rien d'éducatif là-dedans. Je veux dire, si tu t'attardes à des sujets comme ça, à l'époque où nous sommes, il y a quelque chose qui marche pas, et puis c'est supposé être un poste éducatif. Bon, les gens peuvent être curieux pour ces choses-là, mais je trouve que quand ça en est rendu à ce point-là, tu t'arrêtes ça, les francs-tireurs, puis tu fais une autre émission là, qui pourrait renseigner des gens sur des sujets beaucoup plus pertinents. Je veux dire, c'est pas comme si c'était TVA où tu te dis, ben, c'est un réseau privé, puis ils font bien ce qu'ils veulent, puis c'est aux clients, aux téléspectateurs de décider s'ils le regardent ou non. Mais quand c'est nos impôts, puis que c'est un poste éducatif, puis, je veux dire, il y a des limites à choisir n'importe quel sujet, parler de n'importe quoi. Je veux dire, il faut pas que ce poste-là devienne du divertissement pur et simple, sinon il sert à rien. Et ben, privatisons-le, ou reprenons le contrôle de cette institution-là, puis faisons quelque chose avec ce poste-là. Mais les francs-tireurs, c'est une production privée. Oui. Québec a déjà dit avec eux autres qui faisaient de l'argent. Oui, c'est ça. Mais à la base, c'est un poste éducatif. Donc, ça a perdu le côté éducatif que ça avait. J'ai des nouvelles du Rassemblement pour l'indépendance nationale. Je ne sais pas si je l'avais dit, la date de l'Assemblée générale a été fixée au 17 mars.
samedi soir, on en avait parlé. Mais là, le programme de la soirée a commencé à être distribué. Donc, c'est juste pour vous donner un peu l'idée de ce qui va se passer. Il va y avoir un mot de bienvenue de la part du maître de cérémonie. Ensuite, l'élection du président de l'Assemblée et de la secrétaire de l'Assemblée. Il va y avoir des lectures de messages de solidarité à différentes organisations mentionnées qui viendraient. Il y en a qui restent à répondre. C'est le Parti indépendantiste, le Mouvement progressiste pour l'indépendance du Québec, le Rassemblement pour le Réseau de résistance du Québécois, la SSJB Montréal, l'Assemblée des patriotes d'Amérique française, la Ligue québécoise contre la francophobie canadienne, le gouvernement provisoire du Québec, les Jeunes patriotes du Québec, Cap sur l'indépendance et le Nouveau mouvement pour le Québec. Après ça, il va y avoir la fermeture de la période des mises en candidature. Et on va connaître à ce moment-là les noms des personnes qui sont candidates à des postes électifs. Ensuite, on est rendu au point 5, il va y avoir le rapport du bureau politique qui va présenter les états financiers, un rapport sur le site web, des points saillants, des activités du GRN en 2010-2011, la lecture d'un appel à l'unité du mouvement indépendantiste. Je pense que j'ai le texte ici. Je vais vous le lire. Ensuite, il va y avoir une conférence sur la Constituante par Jean-Luc Deveau, du gouvernement en droit international. Il va y avoir la présentation de la résolution principale présentée par le bureau politique à l'Assemblée. Et à ce moment-là, l'Assemblée délibérante va commencer, c'est-à-dire le moment où on peut adopter prendre des votes. Il va y avoir des votes de prise sur les statuts, sur le programme et l'élection du bureau politique et du comité de surveillance des finances. Ensuite, un point varia, la clôture de l'Assemblée, l'élection du bureau politique et du comité des finances. Là, il va y avoir, c'est par vote secret, s'il y a plus que 2 candidats, évidemment. S'il y a un seul candidat, il est élu par acclamation. Mais s'il y a 2 candidats à un poste, il va y avoir des votes secrets. Et donc, ensuite, il va y avoir la présentation du nouveau bureau politique élu, un discours du président élu, et la fermeture de l'Assemblée générale. L'appel à l'unité qui va être lu, c'est ceci. Appel à tous les nationalistes, indépendantistes, mouvements indépendantistes et partis indépendantistes. Camarades et amis, nous adressons ici ce soir à des militants. Des militants parmi les plus avancés, les plus conscients et les plus actifs de la nation québécoise. Il n'est donc pas nécessaire de faire de longues démonstrations pour prouver que, plus que jamais, il y a état d'urgence pour la survie de la nation québécoise. Notre nation est confrontée à de graves problèmes que sont la minorisation, l'assimilation et la bilinguisation sur notre propre territoire, en particulier à Montréal. Nos richesses naturelles sont pillées par des impérialistes étrangers. Le gouvernement libéral de Jean Charest squatte notre État du Québec, vole le peuple et brade nos ressources à son réseau d'amis. Il nous endette afin de plomber notre économie et ainsi empêcher la nation d'avoir les moyens de s'émanciper. Pourtant, dans tous les sondages, la principale force politique au Québec est celle de l'indépendance du Québec. Chers membres et sympathisants, il faut sortir de nos retranchements et passer à l'offensive. Le Rassemblement pour l'indépendance nationale lance un appel à l'unité de toutes les forces indépendantistes du Québec. Il faut que les querelles cessent et que nous travaillions tous ensemble vers un seul but, un seul objectif, l'indépendance du Québec. L'indépendance du Québec qui passera inévitablement par une déclaration unilatérale d'indépendance du Québec. Tous ceux qui reconnaissent que le peuple du Québec est le seul détenteur
de la souveraineté doivent s'unir vers cet objectif. On a vu depuis 12 à 18 mois où peuvent conduire les débats creux, les grandes déclarations vides de sens, les dénonciations sans principe et les excommunications. La preuve est faite, l'unité ne peut se faire que dans l'action. Ce soir, vous sera proposé un programme d'action auquel nous croyons profondément et nous espérons que vous y adhérerez. Nous allons vous proposer de travailler à l'unité du mouvement indépendantiste en travaillant tous ensemble à rédiger la constitution de notre nation. Dans quelques minutes, toutes les explications vous seront fournies dans un exposé de Maître Jean-Luc Deveau, suivi d'une période de questions. Vive l'unité du mouvement indépendantiste québécois. Vive la liberté, vive l'indépendance. Bravo. C'est qui ça, les choses? Ça sent gros, C'est tout, alors quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Je voulais rajouter de quoi par rapport à la culture populaire. Le problème, c'est la commercialisation de la culture. Le problème, c'est que c'est un business. C'est le profit d'abord. Fait que les entreprises vont véhiculer quelque chose de culture qui va intéresser une majorité de personnes dans le but de faire un maximum de profit. Donc la notion de culture même, de l'histoire, elle est perdue à travers de ça. À travers ça, la solution, ça serait d'avoir une certaine nationalisation de la culture québécoise, entre autres, si on veut se rappeler des éléments fondamentaux. Et non pas donner carte blanche au privé et à la commercialisation de notre culture. Bonjour, André Lepage, je suis Hubert. J'aimerais vous parler un peu de démocratie. On a vu cette semaine le sondage au niveau provincial là, de l'État du Québec. C'était 29, 26 véhicules. Mais supposons qu'il y ait l'élection demain. Et le Parti québécois il a remporté un 30%, libéral 29% et autres. Mais est-ce que le Parti québécois va être... il va former le gouvernement, mais est-ce que c'est démocratique qu'un parti soit au gouvernement avec seulement 29 ou au fédéral un gouvernement conservateur avec 39% des voix du Canada? C'est des gouvernements minoritaires qui gouvernent majoritairement. Vous voyez l'importance qu'on se dote au Québec. Une nouvelle constitution et qui va trancher pour dire au gouvernement qui va être au pouvoir, s'il n'y a pas 50% des voix, qu'il va falloir qu'il aille chercher qu'il fasse une coalition avec les partis en place. L'importance de faire la Constitution, Réal parlait tout à l'heure, de mettre dans la Constitution que le gouvernement au pouvoir ait 50% des voix ou qu'il aille chercher des membres des autres partis pour former le gouvernement, pour qu'il aille chercher au moins 50% des voix. Comme en France, présentement, il y a deux voix. Il y a deux élections. Une pour aller chercher les deux premiers partis et la deuxième élection vont chercher la majorité pour aller chercher les 50% des voix. Merci. J'ai le goût de vous raconter quelque chose, parce que tout à l'heure, on a parlé des prisonniers politiques. Et puis, j'ai eu des souvenirs qui me sont venus, là.
Juste pour vous raconter ce qui s'est passé au pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul le 16 octobre 1970. Vous savez qu'il y a eu des enlèvements. Le FLQ voulait échanger 2 otages contre la libération de 23 prisonniers qui étaient en prison. Alors, j'étais un de ceux-là. J'étais à l'institution Leclerc. Quand Cross a été enlevé, c'était pas vraiment une surprise parce qu'il y avait déjà eu 2 complots qui avaient été vantés avant ça. Le premier complot visait à enlever l'ambassadeur des États-Unis, ce qui aurait été pas mal plus payant. Et le deuxième complot visait à enlever le consul israélien. Ça a été éventé plus ou moins par accident. Une fois, la police a collé une camionnette qui avait un feu qui ne fonctionnait pas. Dans la camionnette, il y avait un panier d'osier, un gros panier d'osier, avec une canette de chloroforme. Ils ont arrêté les passagers parce que les papiers du véhicule n'étaient pas en règle. Ils ont emmené au poste, mais les passagers ont été relâchés et la camionnette a été mise à la fourrière municipale. Quand ils ont fouillé la camionnette, dans le coffre à gants, ils ont trouvé une copie du communiqué du FLQ. C'était le nom de l'ambassadeur américain qui était là. Les gars étaient en train de faire une répétition. Donc, le premier complot a été éventé. Le deuxième complot, il y a eu une perquisition à un endroit, et puis ils ont trouvé une deuxième copie du communiqué du FLQ avec le nom du consul israélien. Bon, bref, c'est Cross qui était enlevé. Faute de pain, on mange la galette. Donc, quand c'est arrivé, c'était pas une grosse surprise. Mais je vais vous dire qu'une semaine après, quand ils ont été chercher la porte, là, vraiment, là, nous autres en dedans, on ne savait pas ce qui se passait, on était en dedans. Mais là, on s'est imaginé toutes sortes de trucs, peut-être un peu comme le gouvernement, on s'est dit, les gars sont organisés. Le gouvernement refuse de négocier à 17h, puis à 18h30. Les gars enlèvent le vice-premier ministre du Québec, le premier ministre en exercice, parce que Robert Bourassa était à New York. Ils ont enlevé la porte alors qu'il était premier ministre en exercice. On s'est dit, les gars, il y avait un plan B, tu sais. Ils sont organisés. Puis là, on pensait que ça fonctionnerait. Mais quelques jours plus tard, le gouvernement fédéral a passé la loi des mesures de guerre. Donc, ils l'ont passé la nuit, vous le savez. On dormait. J'étais dans ma cellule. Et puis, la lumière s'est allumée. La porte s'est ouverte. Il y a des gardiens qui sont rentrés dans la cellule. Ils ont dit, tu t'habilles, tu t'en vas. Tu t'en vas où? Je ne sais pas. On va peut-être à Cuba. Je ne sais pas. Je me suis habillé. On a mis les chaînes aux pieds, les menottes. On était 6 à l'institution Leclerc. Parce qu'il y en avait un peu partout des prisonniers du FLQ. Donc, on est parti, nos chaînes, marcher jusqu'à l'administration. Puis, on est sorti de la prison. Première fois que je sortais de la prison depuis que j'avais été arrêté en 1966. Et c'était en pleine nuit. Au-dessus de la prison, il y avait un hélicoptère de l'armée canadienne. Poutoum, 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 poutoum. Gros hélicoptère, là. Puis là, c'était impressionnant, là. Il y avait des spotlights, là, des réflecteurs qui éclairaient le devant de la prison. Là, on a vu qu'il y avait un convoi militaire devant la prison. Il y avait des jeeps, des camions, plein de soldats. Puis là, il y avait 2 petites camionnettes de la prison, l'institution Leclerc. Ils nous ont mis dans les petites camionnettes avec un autre camion en arrière de l'armée, puis des soldats avec
fusil mitrailleur FN, fabrique nationale belge. Et puis, on est parti. Sans pas ce qu'on s'en allait. On a roulé à peu près 400 mètres. Ils venaient de nous transférer de l'Institution Leclerc au vieux pénitencier qui est juste à côté. On n'est jamais sorti du territoire de la prison. Là. Tout cet appareillage-là, ils ont dit qu'ils avaient peur que la prison soit attaquée par le FLQ pour nous libérer. Alors, ils étaient venus en force pour nous déménager de même pas un demi-kilomètre. C'est une vraie farce. Là, on est rentré dans le vieux pénitencier, qui est encore là à Saint-Vincent-de-Paul. C'est devenu un musée. Et puis, ils ont réouvert, juste pour nous, un bloc cellulaire qui était désaffecté, qui était condamné à être démoli depuis 1937, je pense, qui était toujours debout. Ils l'ont réouvert et ils nous ont emmenés là. Donc, ce qui s'est passé ce soir-là, c'est que les détenus qui étaient dans des prisons en sécurité médium ont été amenés dans des prisons en sécurité maximum. Ceux qui étaient au maximum ont été amenés au super maximum. On a été... on a eu une promotion. Et là, ils nous ont enlevé tout ce qu'un détenu peut avoir en sa possession, parce que comme détenu, bon, on a le droit d'avoir, par exemple, des vêtements pour faire du sport, des souliers de course, du papier, un crayon, des livres. Moi, je prenais des cours, j'étudiais, j'avais beaucoup de livres. Ils nous ont même enlevé nos vêtements de détenus. Ils nous ont donné pour nous, comme vêtements une chienne, là, genre des overalls que tu mets pour travailler dans un garage. Pas de souliers, pas de bottines, juste une paire de chaussons, puis ces overalls-là. Et ils nous ont mis en cellule. Et là, on n'avait plus aucun droit. D'après les chartes qui gèrent les droits des détenus, tout détenu au Canada est censé avoir le droit de prendre une marche dehors au moins 1 heure par jour en plein air. On n'avait plus de marche en plein air, pas de visite d'avocat, pas de visite de famille, pas de papier, pas de crayon, pas de livre. Tu avais ta cellule, la lumière, puis c'est tout. Ça a duré 16 octobre jusqu'au 30 décembre, le jour où ils ont capturé Saint-Jean-sur-Richelieu, en tout cas, dans le bout du Richelieu, chez Michel Vigier, ils ont trouvé Paul Rose, Jacques Rose et Francis Simon. Le lendemain, ils nous ont sorti de ces conditions de détention-là et nous ont mis avec les autres prisonniers du vieux pénitencier. Et c'est seulement que 6 mois plus tard qu'on est retourné à l'Institution Leclerc où on aurait dû rester tout le temps en fait parce qu'on n'était pas des détenus dangereux, on était dans une institution de sécurité médiane. Donc pendant cette période-là, on a vraiment eu un statut de prisonnier politique. Là, c'est clair. Et d'ailleurs, il était arrivé auparavant qu'on avait commencé à avoir un statut de prisonnier politique. C'est en 68 que c'est arrivé. Aller jusqu'à 68, les Felkis à la prison étaient traités comme tout le monde. Les droits aux libérations conditionnelles étaient les mêmes. En 68, Pierre-Paul Geoffroy et son groupe ont mis une bombe à la Bourse de Montréal, place Victoria. Il y a eu 28 blessés. Cela, ils ne l'ont pas trouvé. Alors, à ce moment-là, le ministre de la Justice, Jérôme Choquette, a demandé, a exigé et a obtenu un droit de veto sur la libération de tous les felkistes. Libération conditionnelle.
aller jusqu'à ce moment-là, quand un détenu, un Felkis, arrivait au tiers de sa sentence, s'il y avait eu une bonne conduite, il était libéré, était mis en libération conditionnelle. Alors moi, en 70, j'ai été sélectionné en dedans, j'ai fait l'application pour prendre un cours d'informatique et j'ai passé des tests et j'ai été sélectionné. Et donc, fin 69, un premier cours, début 70, un deuxième cours, et en avril, en mai 70, j'ai gradué sur le cours d'informatique. J'avais un emploi garanti qui m'attendait dehors à la Société de mathématiques appliquées. Je comparaissais devant les libérations conditionnelles en juillet. J'ai passé devant la libération conditionnelle. Puis le seul obstacle qu'il y avait à ma libération, c'était le veto de Jérôme Choquette, ministre de la Justice. Alors là, c'était clair. J'étais, moi et un autre détenu, Felkis. On avait gradué sur le cours d'informatique. On était les deux premiers à être victimes du veto du ministre de la Justice. Et à cause de ça, il y avait des détenus Felkis qui faisaient arrêter, ils rentraient en prison. Il n'en sortait plus. C'est pour ça qu'on s'est ramassé 23. Parce qu'auparavant, il y avait un roulement. Ça rentrait, puis ça sortait. Il y avait un roulement. Les mêmes qui sont rentrés, sont sortis, ils ont recommencé, sont rentrés encore, sont ressortis. Langto, par exemple. Mais là, Jérôme Choquette, il nous a donné vraiment un statut de prisonnier politique. C'était un politicien qui décidait si on sortait de prison ou non. Et c'est pour ça que les gars dehors ont décidé de faire comme les Tupamaros en Uruguay ou au Brésil, en Argentine, il y a eu des enlèvements. Je pense qu'au Brésil, ils ont enlevé un ambassadeur américain, il y a eu 350 détenus pour payer. Donc, à partir de 68, on a un statut de prisonnier politique, mais là, pendant la crise d'octobre, c'était vraiment la loi des mesures de guerre appliquée dans les prisons. On a su qu'il y avait un des otages qui avait été tué parce que par une fenêtre, on voyait un drapeau du Canada. À un moment donné, il est descendu en berne. Là, on applaudissait, ça ne savait pas c'était quoi. On savait qu'il y en avait qui venait de tomber. Mais on l'a su juste plus tard. Il y a des gardiens qui nous ont parlé. Alors c'est ça, c'est comme ça qu'on a été traités. Et finalement, moi dans mon cas, en juillet, c'est ça, vu le veto de Jérôme Choquette, ils ont remis leur décision à 6 mois plus tard. 6 mois plus tard, on était rendu en janvier 71, j'étais au vieux pénitencier. Ils ont oublié ça. Je suis repassé en juillet 71, ils m'ont refusé encore. Et finalement, j'ai fait toute ma sentence pleine en prison. C'est-à-dire, j'ai fait 2 tiers de ma sentence. Parce que dans ce temps-là, si tu avais une bonne conduite, le dernier tiers, tu étais libéré sans libération conditionnelle. T'sais? Sur une sentence de 9 ans, quelqu'un qui avait une bonne conduite, il en faisait 6, puis il était clair de tout. Si tu avais une mauvaise conduite, tu te faisais jusqu'au bout. C'est la carotte et le bâton. Là. Alors, j'avais une bonne conduite. Donc, j'ai quand même été libéré au bout de 6 ans. Et puis, bon, j'ai été étudié au Cégep de Montréal, en informatique. Et voilà. Vous pouvez profiter de ce que Réal vient de nous raconter, surtout sur la question qu'on lui a enlevé les livres, qu'on lui a enlevé le papier, tout ça, et qu'on a essayé de vider son esprit au maximum pour rabouter ça de manière très opportuniste avec le sujet que j'ai amené. Et sur le fait que quand je parle de champ de bataille et que c'est un champ de bataille mental et sur l'identité, des choses comme ça, ce que je veux dire, c'est que je suis convaincu, intimement convaincu, que quand je poserai les questions que j'ai posées et que tout le monde va répondre automatiquement, avoir toutes les bonnes réponses partout, sans aucune hésitation, on va être à un tout autre niveau
de confiance de ce qu'est notre culture, de ce qu'est notre position dans le monde et de ce qu'on est nous-mêmes. Et quand on va arrêter de ne connaître que des héros malheureux ou réduits et qu'on va commencer à se gargariser de héros positifs et de héros plus grands que nature, à l'image de Superman, parce qu'on a les équivalents de Superman ici, on a les équivalents de Victor Frankenstein ici, on a tout ça. Tout ça est là. Tout ça existe, c'est pas à inventer, c'est juste à activer. Et par rapport à ce qui était dit sur la culture populaire, par rapport à la culture plus savante, moi, j'ai pas de problème face à la culture populaire, j'ai pas de problème face au fait de faire de l'argent avec. J'ai un problème avec le fait que il y aurait de l'argent à faire aussi avec la culture populaire québécoise, mais on décide toujours de dire non, c'est plus sécuritaire de remettre l'enfant martyr en vedette, de remettre Séraphin Poudrier en vedette. Charles Amand, voilà la réponse, notre premier héros québécois, on n'en parlera jamais, parce qu'il est trop bizarre, parce que c'est trop flyé, parce qu'il y a trop de rêves qui sont attachés à ça. En tout cas, c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais juste inciter parce que j'étais pas sûr que mon message passait clairement. Mais merci encore. Sur encore son nom. Charles Amand. Charles Amand. Charles Amand. Et pas avec. Merci. Suite au cours sur la culture populaire, lorsque j'avais une dizaine d'années, puis j'habitais chez ma mère, tous les semaines, ça me donnait 10 cents au tissu, on a tout le temps dit tissu, pour aller chercher le petit roman X-13. Puis ça a duré plusieurs années. Ma mère le lisait, puis elle passait à quelqu'un d'autre, puis ça circulait partout dans un galerie. Il y avait au moins plusieurs qui le faisaient aussi. C'était pour vous dire que ce pan-là de notre littérature, ça fonctionnait, là, je ne vais pas dire combien d'années, 60 ans. C'est ça. Merci. Oui. Lis ta déclaration. Est-ce que quelqu'un veut lire la déclaration? C'est la déclaration unilatérale d'indépendance, c'est rien que ça que je veux lire. Alors, on l'a déjà lu. Je pourrais la ramener. Là. Nous sommes arrivés à ce qui commence. Lorsqu'un gouvernement élu par le peuple cesse d'agir dans l'intérêt de celui-ci, ignore délibérément et obstinément les réclamations légitimes de celui-ci, croyant gagner à l'usure par le mensonge et l'abus de son autorité, ce qui ne peut obtenir dans la transparence et l'honnêteté la plus élémentaire. Les citoyens et citoyennes de ce peuple ont le devoir et la responsabilité de le destituer. Dans tous les régimes démocratiques du monde, le mécontentement populaire à l'égard d'un gouvernement et de ses politiques peut et doit s'exprimer à l'occasion d'élections périodiques. Le statut équivoque et indéterminé du Québec dans le système fédéral canadien réclame des actions résolument distinctes de la part de ses citoyens et citoyennes. C'est à défaut d'appartenir concrètement et légalement, constitutionnellement au Canada que le Québec peut et doit, en des temps de crise majeure comme ceux que nous traversons, exercer une autorité inédite et sans précédent. En décidant d'agir, de révoquer ceux qui nous gouvernent, malgré toutes les réserves que commande une démocratie que nous estimons et respectons plus que tout. Le Québec fonde par le même son indivisible appartenance, une inaliénable et inaliénable, laquelle s'inscrit dans les limites historiques
et politiquement reconnu de son territoire. Nous sommes arrivés à ce qui commence.